Bonjour. Alors merci déjà pour ce reportage. Juste pour transmettre un petit peu moi mon ressenti quand je vois ce type de reportage, on voit quand même que c'est le type de reportage Canal+, avec pas mal enfin bien monté et tout ça. Et ce que j'ai l'impression moi quand je vois ce reportage, c'est que la question des féminicides, en fait, ça devient une entrée pour venir parler des trafiquants de drogue, pour parler de l'impunité, des problèmes de corruption, du système judiciaire qui fonctionne très mal et tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je vais juste faire un tout petit peu de publicité et en fait, le mois prochain, il y a le Festival latino-américain de documentaires. C'est un festival de documentaires militants sur l'Amérique latine. Et on fait partie d'une association qui s'appelle Les Branleuses, qui est une association féministe basée à Toulouse. Et on organise une soirée féministe sur la question des féminicides. Et voilà, notamment, on a 4 documentaires justement sur le Mexique et le Guatemala, un peu pour justement reparler des féminicides, mais un peu plus sous l'angle des femmes. Et je dis pas que c'est complètement occulté, mais pour moi, il y a énormément de choses qui sont traitées et des choses très importantes sur comment fonctionne l'Amérique latine aussi, et comment il y a des choses très compliquées contre lesquelles combattre. Il y a des gros enfin bon, bref. Et voilà, juste pour vous dire donc, que c'était le 7 novembre, que ce sera au Cratère à 20h30, et c'est une soirée projection débat, et que ça s'appelle... c'est un hommage à Betty Cariño, une militante féministe de l'État de Oaxaca, qui faisait partie du Cactus. Et du coup, c'est une soirée projection débat sur les féminicides, intitulée « Le système patriarcal assassine les femmes, la résistance féministe s'organise ». Voilà. Ah oui, je voulais juste faire remarquer, parce que je fais la féministe de service et que c'est toujours important de le dire, je suis aussi un tout petit peu contrariée parce que je vois qu'une table d'hommes devant moi pour parler des féminicides. Et bien sûr que vous avez toute votre légitimité pour en parler, vous avez beaucoup de connaissances et c'est très intéressant de vous entendre. Mais voilà, je trouve que c'est quand même des sujets où malheureusement, il faut toujours... Voilà, faut en parler. Mais parce qu'une femme journaliste, par exemple, elle aurait fait... Enfin, moi, je vois pas le problème, en fait. C'est pas que c'est une femme oui, on est des journaliste mecs, désolé. En fait, c'est juste... Pardon, mais c'est juste l'argument que nous renvoyait à la figure les gens de Juarez, enfin, les autorités de Juarez. Moi, il y a même une journaliste de là-bas, enfin, d'El Paso, pour être très clair, une fille qui travaille à El Paso Times, qui s'appelle Diana Washington, qui a écrit aussi un livre sur cette histoire, moi que j'ai refusé de voir parce qu'elle m'a juste expliqué la première fois qu'elle a travaillé sur ce dossier parce que c'est Dieu qui lui a demandé. J'ai fait ok, d'accord, au revoir. Mais qui m'a dit et qui m'a mis comme ça en pleine figure, mais toi tu n'as pas le droit de travailler sur cette histoire, 1 parce que tu es un homme et 2 parce que tu n'es pas mexicain. Je dis moi je suis journaliste, moi je viens enquêter, point barre. Je ne fais pas partie d'une ONG. Les mères de famille nous ont reproché aussi, par moment, nous reprochaient d'aller voir les flics. Je dis, attends, moi je ne travaille pas pour Amnesty ou qui que ce soit. Moi, tu me dis que ce policier-là, il est corrompu, je dois vérifier en tant que journaliste cette information. Point barre. Et oui, je comprends, on parle du féminicide, mais tout le reste découle de ça. Enfin, c'est un ensemble. On ne peut pas juste sortir le féminicide et ne pas parler du reste, je pense. C'est pour ça que ça s'appelle La ville qui tue les femmes, parce que c'est un ensemble. Sí. Ah oui, d'accord, pardon, d'accord. Sí, preferías que tuviéramos aquí, compañera, preferías que tuviéramos aquí a una de las funcionarias del gobierno mexicano. Tienen falditas, son mujeres y están tan implicadas en el crimen como, o sea, hay trabajos de mujeres, evidentemente. Il y a des travaux de femmes, il y a des documentaires de femmes. El documental de Clara Guadalupe García es muy foto de los que rompió el silencio, ¿no? Lamentablemente no escribe novelas policíacas y por lo tanto no llegó al festival Clara. Oui, c'est vrai. Il y a aussi un petit problème qu'on a, c'est que là c'est organisé
pas par Utopia, mais par Toulouse Polar du Sud, avec des auteurs de polar. Et malheureusement, peut-être, les auteurs de polar sont essentiellement des hommes. Yo quería incorporar un elemento que es... Il voulait parler d'un élément. Que es, paradójicamente, en México, hoy la Ciudad de México es vanguardia en muchos sentidos. Paradoxalement, la ville de Mexico est en avant-garde pour beaucoup de choses. Es quizás la ciudad de América Latina donde se ha llegado más lejos en el debate sobre la violencia intrafamiliar y la protección de las víctimas de la violencia familiar. C'est peut-être une des villes d'Amérique latine où le débat sur la violence familiale et la violence à l'intérieur des familles est arrivé le plus loin. La Ciudad de México ha construido en los últimos 8 o 10 años una red inmensa de casas refugio. La ville de Mexico a construit dans les 8-10 dernières années un réseau immense de maisons refuges. Ha construido un sistema de protección a madres solteras. Il a construit un système de protection pour les mères célibataires. Y el Código Penal de la Ciudad de México se modificó para aumentar las penas contra la violencia intrafamiliar. Et le code pénal a été modifié pour augmenter les peines contre la violence dans les familles. Esto no quiere decir que haya descendido, ha aumentado las cifras. Les chiffres ont augmenté. Y han aumentado porque hoy se conocen. Antes estaban hundidas en el subterráneo. Avant c'était souterrain, c'était caché. ¿No? Pero sin duda ha habido un salto adelante importante en la Ciudad de México. À Mexico, au district fédéral, il y a eu une avancée importante. Sí, bueno, ya has contestado un poco a la pregunta que iba a hacer. Cuando dices que el lema es así, ¿no? Al ver el reportaje da la impresión de que es imposible que cambie la situación. ¿Qué puede hacer el gobierno? No me digas eso. Es la impresión, no me impresión animes. que da. ¿Cómo se puede cambiar eso? ¿Qué puede hacer el gobierno cuando da la impresión de que el 90% de la sociedad es una sociedad corrupta? ¿Qué se puede hacer? Elle ne croit pas à l'optimisme qu'avait montré Paco, que ça peut s'arrêter un jour. No, el 90% de la sociedad no está corrupta. Está corrupto el 90% del aparato del Estado. No, il n'y a pas 90% de la société Los qui est corrompue. ciudadanos, 90% de l'appareil qui est corrompu. Los ciudadanos no participamos de la corrupción. No nos gusta la corrupción. J'aime pas ça. El problema es crear lo que Cuauhtémoc Cárdenas, en el primer gobierno democrático de la Ciudad de México, definió como la pinza. Donc, le truc, c'est de faire ce que quand on était dans le premier gouvernement démocratique de la ville de Mexico, la pinza, la pinza. La pinza. La pinza, la pinza. Que era 200 funcionarios públicos incorruptibles y una tremenda presión ciudadana. Y pescas a la corrupción en medio. Et donc c'est une grosse pression citoyenne, 200 incorruptibles, et entre les deux, on attrape la corruption. La presión ciudadana ya existe y cada vez es más fuerte. Citoyenne, elle existe et elle est toujours plus forte. Ahora de plus en plus forte. Necesitamos en cada estado de la República 200 hombres honestos y un gobierno diferente. 200 personnes honnêtes dans chaque État et un gouvernement honnête. Les choses peuvent changer, je peux en témoigner, et c'est important parce que parfois, effectivement, il arrive que les choses changent, y compris en dehors des États, c'est très important de le savoir. À Juárez, la première fois que je suis arrivé, il n'y avait pas de morgue climatisée, les médecins légistes étaient des branleurs, il faut le dire. Tout ça était un vague décor pour distraire la galerie. En 2004, au Guatemala, une femme indienne, Quiché, dans les montagnes, a été violée pendant toute une nuit par 2 policiers dans un village. Elle ne parle même pas espagnol. Et grâce à une association de femmes qui s'occupe de droit, elle a quand même réussi à porter plainte. Le cas est allé devant un tribunal. Les chances que les policiers soient condamnés étaient si faibles que leur avocat n'avait même pas préparé la plus petite défense. Il se trouve qu'aujourd'hui, à Ciudad Juárez, il y a des médecins légistes qualifiés. Et qu'un médecin légiste de Juárez est venu bénévolement pour rendre un rapport sur les sévices que cette femme avait subis. Il se trouve que cette juge qui a jugé le cas était également une femme. Et il se trouve que pour la première fois dans l'histoire du Guatemala, c'est sans précédent, pour le viol d'une indienne, les 2 policiers ont été condamnés à 20 ans de prison.
et notamment grâce à l'intervention bénévole de ce médecin légiste de Juárez. C'est la preuve que les choses peuvent changer. Grâce au travail des associations de femmes au Mexique, le féminicide est devenu un motif de honte nationale pour le pays. Au Guatemala, des femmes victimes pendant le conflit armé interne de viol, qui ne parlaient même pas de ce qu'elles avaient subi dans leur propre communauté, sont aujourd'hui capables, grâce au travail des femmes, de prendre la parole devant des auditoires de centaines et de centaines de personnes pour dénoncer les viols qu'elles ont subis. Oui, les choses peuvent changer. On ne peut pas dire que les choses ne changeront pas. On ne peut pas désespérer, nous, ici, qui avons tout, quand d'autres, là-bas, qui n'ont rien, ne désespèrent pas et continuent à se battre. Oui, je voudrais dire deux choses, parler par rapport à deux choses. Il y en a une, d'abord par exemple de dire que les féminicides c'est le résultat de l'émancipation grandissante des femmes à Ciudad Juárez. Moi je ne suis pas d'accord, moi je pense que c'est pas ça, parce que c'est pas parce qu'ils peuvent travailler par exemple dans des usines de maquillages au nord qui va les permettre à ces femmes-là d'accéder à un niveau de vie avec beaucoup plus de qualité et accéder à d'autres choses, donc la culture, l'éducation ou d'autres. Moi, je pense que déjà le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui habitent dans la frontière nord à Juárez et d'autres villes frontalières au Mexique, c'est dû aussi à des politiques d'abandon, par exemple, de la part du gouvernement mexicain, de la campagne, d'appuyer la campagne, la paysannerie, dans le but aussi de transformer le pays et le faire devenir un gros territoire semé des usines de maquila partout. Et du coup, le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent aussi à Ciudad Juárez pour travailler dans des usines, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup dû à la migration, il y a beaucoup de familles qui sont décomposées. Donc c'est les femmes qui prennent le relais parce qu'il n'y a pas le père, il n'y a pas les frères peut-être aussi qui sont partis. Donc c'est les femmes qui sont confrontées à une réalité qui les pousse à travailler dans des conditions terribles où je pense qu'ils sont loin de trouver une émancipation, de s'émanciper. Ça d'une part. Et d'autre part, il me semble que c'était M. Vasconcelos qui disait que le féminicide, pour lui, c'était un daño collatéral, un dommage collatéral du narcotrafic. Moi, je pense que c'est un raccourci quand même de dire ça. Parce que le narcotrafic, c'est une expression très forte de quelque autre chose qui se passe au Mexique. Le problème, c'est plus large que seulement le narcotrafic. Parce que le narcotrafic, il y a eu toujours au Mexique, tout le temps. Et la guerre contre le narcotrafic, ça obéit à d'autres questions aussi. Par exemple, l'énorme besoin du gouvernement de Felipe Calderón de se légitimer après avoir arrivé au pouvoir à travers une énorme fraude. Et je pense que c'est pas tout à fait le narcotrafic la cause de toute la violence qu'il y a au Mexique. Il y a aussi une violence d'État qui est manifeste dans plusieurs régions du pays. Donc, par exemple, on peut parler de la violence contre les communautés indigènes par tous les territoires où c'est une cause que c'est bien sûr contre les femmes, mais aussi contre toutes les communautés dans l'ensemble, mais aussi contre la population civile, partout où il y a des résistances à des projets, par exemple, où le gouvernement veut développer des projets économiques, comme par exemple, il y a un projet qui a lancé Fox, qui s'appelait la Scala Nautica, dans tout le Pacifique. Et là, il a trouvé beaucoup de résistants parmi les peuples côtiers du Pacifique. Et parfois, quand on regarde à la loupe, les narcotrafics agissent aussi dans des endroits où le projet il était arrêté. C'est que le cas, par exemple, à Nayarit, dans le port de San Blas. Et il y a d'autres endroits comme ça.
Voilà, donc je pense qu'il y a la logique d'État aussi qui est derrière, et parfois elle est complice et tout ça, parce que, je ne sais pas, c'est aussi, moi je pense que le narcotrafic, ça permet aussi un peu, sous prétexte d'amener une guerre contre le narcotrafic, de militariser tous les territoires et d'une façon ou d'une autre installer un régime de terror. Donc il y a d'un côté le narcotrafic, mais de l'autre côté, il y a aussi toute la police fédérale et l'armée, par exemple, qui sert à désintegrer pas seulement des narcotrafiquants, mais aussi des grosses entreprises et des projets de l'État. Voilà. Yo creo que habría que pensar que ningún proceso es un proceso aislado. Il faut penser qu'il n'y a rien qui est isolé. Y que vives en sociedades complejas. Qu'on vit dans des sociétés complexes. El puro hecho de la emancipación laboral de Juárez no te explica el feminicidio. C'est vrai que l'émancipation par le travail de Juárez, c'est pas ça qui explique le féminicide tout seul. En ciudades como Irapuato, el 60% de los jefes de familia son mujeres. À Irapuato, le 60% des chefs de famille sont des femmes. Que trabajan en las maquiladoras del vestido. Qui travaillent dans les maquiladoras du textile. No te explica el fenómeno de Juárez, el feminicidio de Juárez, la presencia brutal del narcotráfico. C'est pas la présence brutale du narcotrafic qui explique tout seul le féminicide de Ciudad Juárez. El narcotráfico tiene una implantación tan fuerte o más en lugares como Sinaloa. Parce qu'il est aussi présent, sinon davantage, à Sinaloa. Donde no se presenta una situación de feminicidio. Où il n'y a pas une situation de féminicide. No te explica el fenómeno, la corrupción y la impunidad policíaca. C'est pas la corruption et l'impunité qui expliquent tout seul le féminicide. Porque el 90% de México vive bajo regímenes de corrupción policíaca y impunidad. Parce que les 90% du Mexique vivent sous un régime de corruption policière et d'impunité. ¿Por qué en Juárez? Pourquoi Juárez? Sin duda por la combinación de todos estos elementos y un accidente. Sans doute pour la combinaison de tous ces éléments et un accident. Curiosamente un accidente. Curieusement un accident. Que es los primeros asesinatos. Qui sont les premiers assassinats. Los primeros asesinatos crean en Juárez un clima en el mundo del submundo de que es posible y es impune. Ces premiers assassinats, ils créent à Juárez la sensation et le fait qu'on peut le faire et on n'est pas puni. Y las condiciones de facilidad. Les conditions de facilité. El anonimato. L'anonymat. Los largos paseos nocturnos de las fábricas de las maquilas hasta tu casa en medio de barrios donde no hay luz. Les grands trajets qu'on doit faire entre là où laisse le bus et puis sa maison dans des espaces où il n'y a pas de lumière. La horda que baja de Estados Unidos todos los fines de semana a la búsqueda de diversiones fuertes. Les hordes qui descendent des États-Unis tous les week-ends à la recherche de sensations fortes. La impunidad policíaca. L'impunité policière. La condición de obreras pobres de las mujeres. Todo esto se confunde y construye un fenómeno único. Tout ça, ça se rassemble et ça crée un phénomène unique. En México. Au Mexique. Je finirai en fait en répondant à la première question que vous avez posée sur l'émancipation des femmes, parce que je voudrais préciser ma pensée. Quand j'entends émancipation des femmes, nous sommes bien d'accord, monsieur, que le travail puis une misère et en contrepartie de négation permanente des droits des femmes dans les maquiladoras ne constitue pas en lui-même une forme d'émancipation. Mais, comme vient de le dire Paco, la majorité des femmes de Juárez qui travaillent dans les maquiladoras sont des chefs de famille. Et dans des situations où, quand elles sont encore avec des hommes, ces hommes n'ont pas de travail. Et cela génère, parce qu'elles sortent du foyer, ce qui est une forme d'émancipation, il faut bien le reconnaître. Et parce qu'elles font, voilà, ça génère énormément de violence intrafamiliale, et c'est une réponse très violente, souvent de la part des hommes. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on constate uniquement au Mexique. Partout et historiquement, les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Si vous lisez les écrivains européens de la fin du 19e siècle, si vous lisez Zola, si vous lisez Dickens, il y a eu une période où les femmes européennes sont sorties du foyer, sont allées travailler dans les usines pour des salaires de misère. Et les mêmes causes ont reproduit les mêmes effets.
il y a eu un Jack l'Éventreur, il y a eu une bête humaine. Et donc, effectivement, c'est en ça que je parlais d'émancipation. Voilà, c'est simplement la façon dont je voulais préciser cette pensée, c'est important.